Et comment allez-vous? Vous êtes ici pour votre petite dose d'horreur, alors c'est parti. Oh, j'ai failli refaire l'erreur de la dernière fois. La dernière fois les gars, ce qui vous a fait plus peur que les histoires de la vidéo, c'est l'intro qui était trop courte. Vous vous en êtes pas remis. Alors je sais qu'après autant de vidéos, autant d'années, on s'aime. Mais parfois, on n'est pas là pour juste discuter. Il y a des histoires qui attendent d'être racontées, merde. Alors, aujourd'hui comme d'hab, 3 histoires. Comme d'hab, j'ai essayé de trouver des mécaniques sympathiques. J'espère qu'elles vous plairont. Il y a une histoire qui se passe dans des toilettes publiques, tiens. C'est arrivé qu'une seule fois en quoi 20-30 threads d'horreur, donc je pense que c'est l'occasion d'y refaire un saut. Et pourquoi je parle comme Samuel Etienne? J'en ai aucune idée. On essaie avec Lorraine de trouver des histoires qui changent de celles que l'on a déjà racontées. Je pense qu'aujourd'hui la mission est accomplie. Est-ce qu'on est bon pour l'intro? Je sais pas combien de temps elle a duré. Est-ce que ça vous a suffi? Est-ce qu'on peut passer aux histoires? La première histoire est pas celle d'une personne mais d'un couple. Constance et Julien. C'est une histoire qui leur est arrivée en 2012 et j'espère qu'ils sont encore ensemble. Voilà, ça me ferait chaud au cœur. À l'époque, Constance a 20 ans, on est mercredi soir et elle décide d'aller au restaurant avec son petit ami. Ils décident d'aller à un restaurant qui est à moins de 5 minutes en voiture de l'appartement de Julien. C'est un restaurant qui est situé dans une ville universitaire mais qui est pas assez près du campus pour attirer beaucoup de monde. Et ce soir-là, il pleut, donc le peu d'étudiants qui auraient pu aller là-bas n'iront pas parce que pluie égale flemme. Et Constance et Julien, ça, ils en sont ravis parce qu'ils adorent les endroits calmes où il n'y a pas beaucoup de monde, voire personne. Alors ni une, ni deux, ça fait longtemps ça que vous l'avez pas entendu, ils prennent la voiture et ils y vont. Le restaurant est tout à fait normal, c'est une chaîne en plus de ça, ce qui est assez rassurant. Et ce jour-là, il y a une promo. Aujourd'hui, nous vous offrons une tarte si vous dépensez plus de 20 $. Et vous connaissez le pouvoir du marketing, même si t'en voulais pas de cette tarte, tu la prends. Ils arrivent sur place aux alentours de 21 h et ils sont pas sûrs que le service soit encore ouvert, enfin peut-être que les cuisines sont fermées. Ils demandent donc à la première serveuse qu'ils aperçoivent et elle leur répond que si, les cuisines ferment à minuit. Dans ce restaurant, il y a qu'une seule serveuse, c'est elle. Et quand elle est venue vers eux pour prendre leur commande, elle s'est présentée comme s'appelant Sally. Et à partir de là, changement d'ambiance, Constance, elle aime pas trop Sally. Et la manière dont elle a dit son nom donne l'impression à Constance qu'elle a menti sur son nom. Bon, quand bien même elle a menti, on s'en fout, c'est une serveuse, si elle a pas envie de te donner son vrai nom, quel est le problème? Bref, les minutes passent, Julien et Constance discutent tranquillement, et Constance est quand même un peu sur ses gardes. Peu de temps après, Sally vient leur donner leur plat, et là elle va faire un peu la discussion, Sally. Oh, je vous ai jamais vu avant, vous êtes nouveau? Vous venez du campus qui est pas loin d'ici? Alors faut comprendre qu'en France, c'est plutôt rare qu'un serveur ou une serveuse tape à ce point la discussion, mais aux États-Unis, dans leur culture, ils ont le pourboire, et ça peut représenter à la fin du mois un énorme pourcentage des revenus des serveurs, voire la part principale de leurs revenus. Donc du coup, il y a plein de serveurs et serveuses qui vont discuter plus que la normale pour essayer de créer du lien dans le but d'obtenir un pourboire quand tu pars. En plus, ce soir-là, il n'y a pas d'autres clients, il n'y a pas d'autres serveurs, elle est seule en salle, elle doit probablement bien se faire chier, c'est pour ça qu'elle veut discuter un peu. Constance et Julien finissent leur plat tranquillement, et devinez quoi? Ils ont accès à la tarte gratuite! Sally prend donc leur commande de tarte gratuite, et puis elle leur dit: ce soir, il pleut énormément. C'est très dangereux de conduire avec un temps pareil. Si j'étais vous, je resterais un peu plus longtemps ici. Évidemment, Constance n'aime pas trop ça. Depuis le début, elle a un feeling bizarre avec Sally. Et que Sally veuille les retenir ici, c'est pas normal à ses yeux. Bref, quelques minutes plus tard, Sally leur amène 2 parts de tarte. Alors, mauvaise surprise, d'après Constance, la tarte a un goût ignoble. Constance en prend quand même quelques bouchées, elle sait même pas pourquoi. Moi, j'aimerais lui dire que c'est parce que la tarte est gratuite, donc forcément, t'as envie de taper dedans. Et puis, en tournant la tête, elle croise le regard de la serveuse qui est située à l'arrière du restaurant, aux côtés d'un homme. Et ces 2 personnes, en se rendant compte que Constance les regarde, arrêtent de la fixer et rentrent dans la cuisine. Et c'est là que Constance se dit: soit je suis en train de faire le plus gros coup de paranoïa de toute ma vie, soit il se passe vraiment un truc bizarre dans ce restaurant, et j'ai un putain d'instinct, et il faut que je me casse maintenant. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle regarde Julien et elle lui dit: on part maintenant. Julien, gros beau gosse, en voyant que Constance elle est en full stress, il pose aucune question. Il se lève, il met un billet de 50 $ sur la table, prend Constance par le bras et ils partent. Ils arrivent dans leur voiture, ils démarrent, ils commencent à prendre la route. Et plus le temps passe, plus ils se mettent à rigoler de la situation en se disant: putain, on a réagi de manière très excessive là. On est peut-être un peu tendu en ce moment. Peut-être que le mec à côté de Sally nous regardait mal parce que c'est le cuistot et qu'il était saoulé de devoir rester au restaurant à cause de seulement 2 clients. Et peut-être qu'elle a juste tout donné pour avoir un pourboire et qu'elle était pas méchante du tout. Bref, les deux sont un peu cons d'avoir jugé si vite les 2 personnes sans se dire que peut-être les apparences sont trompeuses et que peut-être qu'au fond ils se faisaient des idées. Et là, blackout. Constance se souvient de rire de la situation avec Julien dans la voiture, et la seconde d'après, elle se souvient s'être réveillée en frissonnant dans son lit dans son appartement. Tout ce qui s'est passé entre les deux, elle l'a complètement oublié. À son réveil, elle voit son petit ami allongé dans le lit, complètement habillé et trempé. Constance précise que un blackout, ça ne lui est jamais arrivé, ni à elle, ni à Julien, et que ce soir-là, ils avaient même pas bu une goutte d'alcool. Et détail qui a son importance, souvenez-vous, le restaurant est à seulement 5 minutes de voiture de chez Julien. Ça veut dire que s'ils étaient restés 2 minutes de plus dans ce restaurant, c'est là-bas qu'ils se seraient évanouis. Et où ils se seraient réveillés, ça on n'en sait rien. Ils en sont donc arrivés à la conclusion suivante: il y avait quelque chose dans cette tarte qui a été volontairement mis ici pour qu'ils s'évanouissent, peut-être du GHB,
peut-être une autre drogue, peut-être une autre saloperie. Mais heureusement, Constance a eu de l'instinct et c'est en voiture que le blackout a commencé et pas dans le restaurant. Alors les gars, en soirée, en boîte, en club, en tout ce que vous voulez, en public quand il y a des inconnus, faut faire hyper gaffe à votre verre pour que personne n'y glisse quoi que ce soit. Mais putain, s'il faut se méfier d'une tarte au restaurant... Où est-ce qu'on va là? Aussi, Constance, le lendemain, elle a checké le site web du restaurant et apparemment leurs heures d'ouverture c'est de 7h à 20h. Du coup, pourquoi en arrivant à 21h, on leur a dit qu'il n'y a pas de souci pour être servi? Il est temps de passer à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle de Maddie. Maddie, elle vit dans le Nebraska et elle adore se retrouver seule dans sa voiture avec juste la nature autour d'elle. Personne sur la route. D'ailleurs, pour éviter qu'il y ait des gens sur la route, elle fait souvent des trajets de nuit. Et depuis 4-5 ans, elle a eu zéro problème. Sauf la nuit passée. Ce soir-là, elle est chez elle avec son mec. Ça va pas trop dans sa tête à Maddie. Elle repense à X problèmes dont elle veut pas parler. Et elle explique à son copain qu'elle va faire un peu de route pour s'aérer l'esprit. Elle va d'abord faire le tour de sa ville pendant une trentaine de minutes. Et puis elle décide d'emprunter une autoroute plus au nord et qui est plutôt sombre et sinueuse. Elle est donc sur cette autoroute à 120 km/h. Elle fait attention dans les virages à potentiellement un cerf qui traverserait la route. Elle observe l'obscurité autour d'elle, les champs de maïs, les arbres sans feuilles. On est vraiment au début d'un film d'horreur et elle se fait elle-même cette réflexion dans la voiture. On est aux alentours de 23h et à 10 minutes de Maddie, il y a un rond-point qu'elle compte utiliser pour faire demi-tour et prendre l'autoroute dans l'autre sens direction chez elle. Maddie emprunte la sortie et là elle aperçoit au loin un véhicule avec ses warnings allumés. Et ce véhicule est incliné entre la chaussée et la route comme s'il avait dû s'arrêter dans la précipitation. Et à côté de la chaussée, on est sur une forêt, donc des arbres, des arbustes, etc. En se rapprochant, elle voit que la portière côté conducteur est grande ouverte et en ralentissant, elle aperçoit à l'intérieur de la portière ce qui ressemble fortement à du sang. Elle regarde aux alentours et il n'y a aucune autre voiture ou aucune autre personne. Elle est seule. Elle a un très bon réflexe, elle prend son téléphone, elle regarde si elle a du réseau pour contacter les secours, mais il y a rien. C'est une situation de merde. Elle est donc très méfiante, mais il y a quand même une petite partie d'elle qui se dit là, il y a quand même quelqu'un qui a peut-être eu un accident, qui est peut-être vraiment dans la merde et il a besoin de mon aide. Maddie décide donc de s'arrêter à côté de la voiture immobilisée et de baisser sa vitre côté passager. Et elle demande s'il y a quelqu'un et si tout va bien. Aucune réponse. Elle se dit que peut-être que la personne s'est évanouie un peu plus loin, mais que quoi qu'il en soit, elle ne doit pas sortir de sa voiture, qui est sa seule protection. Elle se dit alors que tout ce qu'elle peut faire, c'est de remanifester sa présence, et s'il n'y a pas de réponse, elle ira plus loin avec sa voiture, là où il y a du réseau pour appeler les secours et donner la position de la voiture immobilisée. Écoutez-moi bien, elle est méga smart. C'est vraiment ouf. Après un long silence, les buissons à côté de la voiture remuent. Elle distingue une silhouette entre les arbres, et une voix grave lui répond « Oui ». Maddie est soulagée, la personne qui a eu l'accident est consciente, et c'est à ce moment-là qu'elle remarque trois choses presque simultanément. La première, elle réalise qu'il n'y a aucun dégât au niveau de la voiture. Tous les pare-chocs sont intacts, le pare-brise est intact, aucune rayure, rien. Deuxièmement, en regardant dans son rétroviseur côté passager, elle distingue une silhouette qui sort de derrière la voiture immobilisée et qui se dirige rapidement vers la sienne. Et troisièmement, cette même personne ne présente aucune blessure, aucune trace de sang, et dans sa main, elle distingue un objet plutôt long, comme un pied de biche. En seulement quelques secondes, Maddie réalise qu'elle est probablement dans un guet-apens. Et là, elle met pied au plancher. Dans son accélération, sa fenêtre côté passager est toujours ouverte et elle entend la voix grave qu'elle a déjà entendue une première fois lui hurler dessus. Elle distingue pas un mot de ce que la personne dit, mais elle en est sûre, ça pue autour de cette voiture et elle se casse. Il s'agissait d'un guet-apens et si elle sortait de sa voiture, elle sait pas ce qui lui serait arrivé et surtout, elle aurait pu prévenir personne puisqu'il y avait pas de réseau à cet endroit-là. L'histoire finit bien, les mecs n'ont pas pris en chasse Maddie. Elle a pu atteindre rapidement le parking d'un centre commercial sur lequel il y avait beaucoup de voitures. Elle a appelé la police et son copain, ils sont tous venus la chercher. Ils ont envoyé une patrouille pour essayer de trouver les mecs qui étaient immobilisés au milieu de la route. En arrivant sur les lieux, la voiture n'était plus là, les deux mecs avaient disparu. Et ça, encore une fois, c'est un truc qui arrive beaucoup, les guet-apens, c'est horrible. Et pas forcément sur la route, hein, on l'a déjà vu dans d'autres threads d'horreur, il y a des histoires où c'est des mecs qui peuvent toquer chez toi, qui te mettent un coup de pression en mode vite, viens m'aider, il se passe ci, alors que dalle. Et c'est une mécanique que je trouve horrible, quoi. Profiter du fait que la personne en face baisse ses protections parce qu'elle pense que t'as besoin d'aide et d'en profiter à mauvais escient, je trouve ça horrible. Les mecs, c'est des monstres, quoi. Alors tout ça nous amène à la troisième histoire. L'histoire de Coralie. C'est la fameuse histoire qui se passe dans des toilettes publiques. C'est une histoire qui est arrivée à Coralie 7 ans avant qu'elle nous la raconte, quand elle avait encore 14 ans. Elle habitait dans un quartier pas ouf, dans lequel il y avait un cinéma pas ouf. Et en plus d'être pas très cher, c'est un vieux cinéma où le staff s'en fout un peu des règles et du coup il les laissait aller voir le film qu'elle voulait, même les films interdits aux moins de 16 ou 18 ans. Le rêve quand t'es jeune, ça. Elles y vont à 5, en arrivant elles achètent des petits snacks et puis avant d'aller dans la salle de projection, Coralie elle a envie d'aller aux toilettes. On est dans une toute petite ville aux États-Unis, le cinéma est très mal entretenu. Genre c'est crade. Il y a qu'un seul employé qui est chargé de l'entretien, il en a un peu rien à foutre vu le peu de clients qu'il y a. Du coup c'est encore plus dégueulasse que ce que vous imaginez. Bref, Coralie arrive dans les toilettes des filles. En arrivant, il n'y a aucun bruit, elle pense donc qu'elle est seule, ce qui la rassure et la fait un peu bader à la fois. Moi j'avoue, je suis un peu comme Coralie, les lieux publics où il y a personne, ça me fait trop peur. J'ai l'impression que je vais me prendre une embuscade. Coralie, instinctivement, elle veut aller dans la cabine la plus proche de la porte d'entrée des toilettes, mais en poussant la porte, elle voit que c'est vraiment dégueu, elle aperçoit ce qui semble être du sang de règles. Du coup, elle se dit, bon, un peu abusé là, je vais aller voir l'autre cabine. Elle l'ouvre et bingo, c'est moins crade qu'avant, donc elle se pose dans celle-ci. Et c'est là que commence le calvaire. Coralie, elle entend quelqu'un rire.
Peut-être quelqu'un qui est dans l'une des 4 cabines un peu plus loin et qu'elle avait pas entendu avant. Mais quand même, c'est plutôt rare d'entendre des gens se taper des barres dans les toilettes publiques. Du coup, elle est un peu dans le mal. De nouveau, elle entend un rire, mais cette fois, c'est pas un rire, c'est vraiment une grosse barre. Coralie, elle est toujours sur les toilettes et elle se dit « Je veux devenir invisible ». Je pense comme ce serait le cas pour nous tous. Et là, Coralie entend la porte de la cabine en face de la sienne s'ouvrir. Et puis, plus rien. Aucun bruit de pas. Les secondes passent, Coralie a le cœur qui bat à 200 à l'heure. Et après quelques secondes, Coralie, sous la porte, elle voit apparaître des chaussures. Et ces chaussures, c'est un modèle un peu enfantin. Donc Coralie, elle se dit « Ah, mais ça explique tout. C'est un enfant qui était aux toilettes, d'où le rire, d'où le fait d'ouvrir la porte et de rester immobile. Allez savoir ce qui se passe dans la tête d'un enfant dans les toilettes publiques. » Et puis après quelques secondes à regarder les chaussures, elle se dit « Mais elles sont grandes les chaussures là. C'est un modèle d'enfant, mais là c'est du 42. » Et c'est à peu près au même moment qu'elle entend la personne gratter contre la porte des toilettes. Coralie, elle a un très bon réflexe, c'est qu'elle prend ses jambes autour de ses bras et elle est assise sur les toilettes comme ça, de manière à passer inaperçue si jamais la personne de l'autre côté de la porte regarde en dessous la porte. Et d'un coup, c'est plus des chaussures qu'elle voit, cette personne met un bras sous la porte des toilettes de Coralie. Évidemment, elle se met à pleurer, elle envoie des SMS à ses amis pour qu'ils viennent l'aider, sauf que comme ils sont dans la salle de projection, bah personne n'est sur son téléphone, et après un moment, c'en est trop, Coralie, elle décide d'écraser de toutes ses forces la main de la personne avec son pied. Immédiatement, la personne sort son bras de la cabine et commence à gémir. Coralie est tétanisée et la personne est toujours juste en face de sa cabine, elle peut pas sortir. Peu à peu, le gémissement s'estompe et le silence revient dans les toilettes. Long silence rompu par un « Ouvre cette putain de porte !» Coralie hurle. Elle hurle et pendant qu'elle hurle, la personne de l'autre côté de la porte dit plein de trucs. Et d'un coup, la personne arrête de parler, Coralie arrête d'hurler et elle va rester 15 minutes ici seule en boule sur ses toilettes, sans ouvrir la porte par peur que la personne soit encore de l'autre côté à l'attendre. 15 minutes plus tard, elle entend la porte des toilettes s'ouvrir et là elle se dit bon bah, soit c'est la personne qui était là qui vient de partir, soit c'est quelqu'un qui vient de rentrer et qui va pouvoir m'aider. Elle ouvre donc le verrou de sa cabine et soulagement, il n'y a plus personne dans les toilettes et la personne qui vient d'ouvrir la porte des toilettes, c'est la fille de l'accueil du cinéma qui s'est ramenée parce qu'elle a vu Coralie rentrer aux toilettes il y a 20 minutes mais pas sortir. Et donc elle est venue voir si tout allait bien. Le manager est arrivé sur les lieux, il a inspecté chaque cabine, il a rien trouvé. Aucune trace de la vieille dame qui était là plus tôt. Et donc ils ont rien pu faire pour Coralie à part lui dire est-ce que t'es sûr que c'est vraiment arrivé ce que tu racontes parce qu'on a trouvé personne. Bref, la vieille dame des toilettes, j'espère ne jamais te croiser. De toute façon ça risque pas de m'arriver, moi je vais jamais dans des toilettes où il y a le truc sous la porte là. C'est une peur de collégien mec. Écoutez, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. C'était 3 excellentes histoires, je les aime beaucoup celles-ci. J'espère que ces threads d'horreur ont pour effet de vous pousser à croire en vos instincts et pas de vous pousser à être parano et surméfiant, c'est vraiment pas le but. Même si au fond c'est un peu ce qui nous arrive, moi y compris, croyez-moi, moi-même aux premières loges. Parce qu'on en lit nous des histoires avant d'en raconter 3. Merci d'avoir regardé, à très vite, portez-vous bien. Je vais faire des coucous de la main maintenant régulièrement.